Bonjour, nous allons ici enregistrer une petite vidéo pour faire un peu de science, pour comprendre la crise sismique qui a débuté le 27 janvier 2025 à proximité de l'île grecque de Santorin. Les intervenants dans cette vidéo seront Frédéric Leclerc, qui est enseignante-chercheuse au laboratoire GéoAzur de l'Université Côte d'Azur et du CNRS et qui pilote le projet ANR Amorgos dont nous vous reparlerons. Florent Branguier, qui est physicien d'observatoire au laboratoire ISTER de l'Université Grenoble-Alpes et du CNRS, et Pierre Briol, qui est chercheur au département géosciences de l'École normale supérieure. Donc, ce dont nous allons vous parler, c'est la situation au 6 février de la crise sismique qui s'est déclenchée le 27 janvier 2025 à proximité de l'île de Santorin en Grèce. Elle engendre de nombreux séismes de magnitude entre 4 et 5, dont l'épicentre se situe à environ 15 km de profondeur. La zone est soumise à une activité tectonique qui a provoqué en 1956 un séisme de magnitude 7,7 et un tsunami, bilan 50 personnes décédées et une centaine de blessés. Un volcan sous-marin actif, le Colombo, est par ailleurs situé 10 km au nord-est de l'île de Santorin. Donc, je vais passer la parole à Frédéric Leclerc qui va vous présenter un peu le contexte géologique et historique de cette crise. En effet, si on parle un petit peu du contexte géologique, géodynamique de la zone, donc ici vous avez une carte qui représente en blanc les continents, en bleu vous avez l'océan, et puis en noir vous voyez les grandes frontières de plaques qui séparent ces différentes plaques justement, avec la plaque Afrique ici au sud et la plaque Europe ici au nord, qui sont toutes les deux en train de se rapprocher. Dans la zone, on a aussi le bloc anatolien ici qui est en train de se déplacer vers l'ouest. Et donc, tous ces mouvements de plaques génèrent dans la zone Égée de nombreuses déformations. Et notamment, ici, vous voyez en jaune des zones qui sont en extension. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur cette tectonique en extension. Euh, je vous montre maintenant une carte de la sismicité depuis 2008 jusqu'à 2023 qui vous montre les séismes de magnitude supérieure à 3. Donc, une magnitude, c'est une grandeur qui quantifie l'énergie libérée pendant un séisme. Et ici, vous voyez donc tous ces petits points, eh bien, ce sont tous les séismes qui ont eu lieu dans cette période. Ici, vous avez en blanc la Grèce continentale, ici, vous avez la Turquie et la Crète pour référence. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre, donc que la crise sismique actuelle, elle se localise dans une zone qui est sismique, qui est active sismiquement parlant. Et on vous a représenté ici, par exemple, trois séismes de magnitude supérieure à 6 qui ont eu lieu donc, dans les dernières années hein, et qui avaient euh, notamment été assez couverts médiatiquement parce que certains ont généré des tsunamis modérés, par exemple. Alors, actuellement, la crise sismique dont on parle, elle se localise ici, au milieu de la mer Égée. Et je vais zoomer dans un instant dans cette zone. Et vous reconnaissez peut-être déjà l'île de Santorin qui est ici et l'île d'Amorgos. Alors, je vous présente maintenant une carte bathymétrique de la zone. La bathymétrie, c'est la topographie du fond de la mer. Ici, en blanc et en grisé, vous avez de représenter les îles, notamment l'île de Santorin ici, l'île de Ios ici et l'île d'Amorgos dont on voit juste un petit morceau. En couleur, vous avez donc de représenter la profondeur du fond de la mer et vous voyez que la profondeur, elle n'est pas constante. Il y a des zones qui sont plutôt jaunes, plutôt rouges, donc elles sont relativement hautes par rapport à d'autres zones qui sont plus basses et qui sont plus profondes, notamment ce bassin ici, hein, qui est à peu près à 700 mètres de profondeur. Quand on analyse un petit peu la morphologie autour de l'île de Santorin, entre Santorin et Amorgos, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a des sortes de cônes ici, qui sont en fait des volcans sous-marins, notamment le volcan Colombo, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez aussi une visibilité ici de la caldeira centrale à l'intérieur de l'île de Santorin, puisque Santorin, bah, c'est également un volcan. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des sortes de plateaux sous-marins qui séparent des bassins. Et ici, vous voyez de grandes falaises. Eh bien, ces grandes falaises, ce sont des failles
des failles normales qui sont actives, on va en reparler dans un instant, qui découpent le fond de la mer. Et donc, vous voyez déjà que dans cette carte bathymétrique, on voit les grands objets qui peuvent générer de la sismicité dans la zone, c'est-à-dire les volcans et les failles. Alors, une faille normale, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une faille donc une faille, c'est une rupture, hein, dans la croûte qui glisse, qui glisse parce qu'il y a des contraintes tectoniques. Je vous ai parlé il y a quelques instants du contexte tectonique de la zone. Donc, ce qui se passe dans la mer Égée à cet endroit-là, c'est qu'il y a de l'extension qui se crée. Et cette extension, elle génère des failles qui vont glisser par à-coups, la plupart du temps lors de séismes et qui vont générer donc du glissement, hein. Lors d'un séisme, eh ben, on a un bloc qui descend par rapport à un bloc qui monte. Et petit à petit, au fur et à mesure des séismes qui s'accumulent, on va pouvoir générer ici une falaise que je vous montrais tout à l'heure dans la bathymétrie. Et vous voyez que lors d'un séisme, eh bien, parfois, on peut avoir, quand les séismes sont de magnitude assez importante, supérieure à 5-6, eh bien, on peut exhumer une partie du plan de faille, ici, hein, c'est la partie jaune, qui sort de terre lors d'un séisme. C'est ce qu'on voit typiquement euh, sur les failles qui sont localisées à terre, hein. Ici, je vous montre une photographie qui a été prise juste après les séismes de 2016 qui ont eu lieu en Italie, dans la zone de Norcia Amatrice, où vous voyez un plan de faille, un géologue ici pour l'échelle, et puis ici vous avez donc le sol. Eh bien, ce plan de faille, il est particulier. Vous voyez que au-dessus ici, il est grisé, en dessous, il est très clair. Pourtant, il est composé exactement de la même lithologie, de la même roche. Cette différence de couleur, elle est due en fait au fait que cette partie de la faille, elle vient de sortir de terre, elle a été exhumée lors du séisme d'octobre 2016. Avant le séisme, eh bien, toute cette partie-ci était sous la terre. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître ici des morceaux de sol qui étaient initialement au niveau du sol et qui sont restés collés à la flamme et qui se sont fait soulever lors du séisme. Donc, du coup, dans notre zone, dans la zone qui nous intéresse, donc on a les deux phénomènes. Donc, je vous remets ici une carte où j'ai redessiné ce qu'on avait vu ensemble sur la carte bathymétrique avec l'île de Santorin, le volcan de Colombo, et puis en noir, ces grandes failles, ces grandes falaises, voilà, qu'on peut dessiner. Donc actuellement, on est en train d'enregistrer de la sismicité dont mes collègues vous parleront dans un instant. Moi, je vais revenir sur la sismicité historique de la zone, puisque ces failles ont, par le passé, généré notamment un séisme qui a eu lieu en juillet 1956 et qui est localisé, vous le verrez aussi également, sur la structure qui a généré ce séisme de 1956. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1956? Donc, à l'époque, il y avait très peu de sismomètres sur le globe en général. Du coup, on a ici, je vous représente en jaune, là en étoile, les différents épicentres du même séisme qui ont été calculés, relocalisés par différentes équipes avec différents types de données. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, des données sismologiques, donc on a une incertitude sur la localisation du séisme de 1956. Donc il a lieu, en tout cas, vous voyez, entre Amorgos et Santorin. Et vous voyez également qu'il a été suivi par une réplique. Donc par une réplique, pardon, par un second choc. Ce sont les points jaunes ici. Et pareil, vous voyez qu'il y a eu différentes localisations de ce second choc de magnitude importante qui ont été calculées par différentes équipes. Donc on a une incertitude sur la localisation de ces événements. Ces deux événements ont généré des destructions sur l'île de Santorin en particulier. Une caractéristique de ce séisme, c'est qu'il a généré un tsunami très important en Méditerranée, avec des hauteurs de vagues aux alentours de 2-3 mètres, vous voyez, sur les îles. Donc les hauteurs de vagues, elles sont représentées par ces petites barres ici, hein, en bleu. Alors, les hauteurs de vagues, de ce tsunami ont été enregistrées à 2-3 mètres dans toute la zone, excepté à quelques endroits, notamment sur la côte sud de l'île d'Amorgos, où on a atteint plus de 10 mètres de haut, et également sur Astipalaya.
Donc à l'époque, avant qu'on ait les données bathymétriques que je vous ai montrées, on ne savait pas très bien ce qui avait généré ce tsunami et notamment ce qui avait généré ces fortes hauteurs de vagues. Et on pensait que, c'est- que ce tsunami avait été amplifié par des glissements sous-marins. Vous l'avez certainement vu là sur les images de Santorin actuellement. Quand il y a de la sismicité, il y a des mouvements du sol qui peuvent générer des petits glissements de terrain. Et parfois, quand les mouvements du sol sont importants, ils peuvent générer de gros glissements de terrain. Ici, dans la bathymétrie, on peut aussi cartographier en violet les glissements sous-marins qui sont visibles. Alors, ces glissements, on ne sait pas s'ils ont eu lieu en 1956, s'ils ont été déclenchés en 1956, puisque la cartographie, elle date des années 2010. Mais en tout cas, vous voyez, il y a aussi des glissements sous-marins dans la zone. Donc, en 2022 et en 2023, puisqu'on avait des données bathymétriques qui nous montraient qu'il y avait des failles dans la zone et qu'en fait on ne sait pas très très bien laquelle de ces trois grandes failles que je vous dessine ici a cassé, eh bien nous avons commencé un projet de recherche qui visait justement à déterminer laquelle de ces failles a généré le séisme de 1956. Pour cela, nous avons utilisé les moyens de la flotte océanographique française et nous avons embarqué sur le navire océanographique Europe en utilisant également des sous-marins qui acquièrent différents types de données au fond de la mer et je vais vous en montrer quelques-unes. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les données qui nous permettent aujourd'hui de dire que c'est la faille d'Amorgos qui a cassé en 1956. Je vais vous montrer ici des données qui ont été acquises dans cette zone-là, juste au sud de la faille. Alors voici un modèle 3D, une représentation 3D de la bathymétrie sous-marine de cette faille. Donc ce modèle 3D, il est à l'échelle, il n'y a pas d'exagération verticale, hein. Ça veut dire que ben, au- dans le bassin, voilà, on a un bassin ici à 750 mètres de profondeur. Et puis au niveau de la faille d'Amorgos, ben, on a un grand escarpement de faille qui fait à peu près 700 mètres de haut, qui s'est construit au fur et à mesure des séismes sur la faille. Cette faille, elle est ancienne, hein, elle fonctionne depuis plusieurs millions d'années. Euh, avec un sous-marin équipé de caméras, eh bien, nous sommes allés nous balader ici le long du plan de faille à la base. Donc ça, c'était en 2023. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo qui a été tournée juste ici pour vous montrer à quoi ressemble la base de cette faille et ce qui nous fait dire aujourd'hui que c'est cette faille qui a cassé en 1956. Alors pour cela, je vais vous montrer, normalement vous voyez ma vidéo. Oui, ok. Donc je vais la mettre en plein écran. Elle est accélérée ici. Donc ce que vous voyez, c'est le fond de la mer. Vous voyez les sédiments qui sont déposés au fond de la mer, dans le bassin à 750 mètres de profondeur. Et puis devant vous, ce que vous voyez ici, c'est le mur de faille, euh, ce qu'on peut appeler aussi un miroir de faille. Alors vous voyez que ce mur, il est relativement lisse, hein. On voit qu'il y a un petit peu de rugosité, on voit qu'il y a un petit peu de roche ici. Et puis entre la roche, il y a ce qu'on va appeler de la gouge. Alors de la gouge, c'est de la roche qui est écrasée, hein. On a l'impression que c'est assez homogène. Et ça ressemble un peu au mur de maçon. Quand les maçons ils passent leur truelle, eh bien, pour boucher les trous, eh bien, on voit parfois des roches et parfois comment dire, la patine qui vient boucher les trous. Ce qu'on voit aussi, ça va juste un tout petit peu trop vite, ce qu'on voit aussi, c'est que ce plan de faille, vous voyez, il est strié. Vous voyez cette grande strie, hein, pareil, le maçon avec sa truelle, il va faire des mouvements. Ces mouvements de frottement, finalement, ils vont avoir tendance à strier les murs. Ben, ici, la strie, elle est créée par le mouvement sur le plan, par le glissement sur la faille entre deux blocs pendant le séisme. Et donc, ce glissement, il peut laisser des traces sur l'affleurement et notamment cette strie. Donc, ces stries, parce qu'on en a vu plusieurs. Donc, on voit qu'à la base du plan de faille, on a une zone qui est très très lisse, qui est striée. Et puis, ce qui est assez étonnant en fait, c'est que donc là, avec le sous-marin, on regarde le plan de faille et on est en train de monter. Et à un moment donné, à peu près à 10 mètres au-dessus du fond de la mer,
eh bien, on observe, ici ce que vous voyez, c'est tout blanc. Ce sont des dépôts blancs, ce sont des sédiments. Et ces sédiments, je vais m'arrêter maintenant, voilà, tac, voilà. Ces sédiments ici, donc ils sont suspendus sur le plan de faille à peu près 10 mètres de hauteur. Il n'y a pas de raison que des sédiments se déposent en altitude. Normalement, ils se déposent au fond de la mer. Donc ici, ces sédiments qui sont restés collés à l'affleurement, ben finalement, ils sont restés collés. Avant le séisme, ils devaient être au niveau de la mer. Donc on avait le plan de faille et puis comment dire, le fond de la mer qui était ici. Pendant le séisme, ça a glissé relativement, mais une partie des sédiments sont restés collés. Tout à l'heure, je vous montrais une faille à terre où on voyait du sol rester collé sur l'affleurement. Et ben là, c'est pareil en fait, hein. Ces sédiments, c'est l'équivalent du sol qui est suspendu, qui est soulevé relativement sur le plan de faille pendant le séisme. Donc, alors, c'est pas la seule observation que nous avons, hein. On a plusieurs observations qui nous font dire que c'est cette faille qui a cassé en 1956. C'était un séisme de magnitude 7,5. Et aujourd'hui, si on revient un petit peu sur l'actualité, eh bien, donc je vous montre la carte que je vous ai déjà montrée. L'observation que je viens de vous montrer, elle est ici. Donc, on sait que la faille d'Amorgos, elle a cassé probablement sur une grande partie ici au nord. Et tous ces points de couleur ici, bah, ça vous représente la crise sismique actuelle. Donc, c'est la localisation de tous les séismes. Et la couleur, elle représente la profondeur de la sismicité. Et vous voyez que cette crise, eh bien, elle se localise au sud-ouest de la faille. Et si je zoome encore un tout petit peu, donc une autre représentation de la sismicité, cette fois-ci avec la couleur qui ne dépend pas de la profondeur mais du temps, eh bien, vous voyez que la faille d'Amorgos qui a cassé, donc on sait qu'elle a cassé jusqu'ici. On ne sait pas si en 1956 elle a cassé dans sa partie sud-ouest. En tout cas, la sismicité, elle est aujourd'hui localisée au sud-ouest de la faille et vous voyez ici également au nord-est du volcan de Colombo. Donc voilà ce qu'il en est pour le contexte tectonique et géologique de la crise. Et je vais laisser maintenant Florent Branguier vous parler de cette crise. Alors, on ne t'entend pas, Florent. Oui, merci Frédéric pour cette introduction. Je vais partager ma présentation. Donc effectivement, on peut revenir sur cette crise sismique avec une représentation ici sur cette figure de l'évolution depuis le 1er février, de l'évolution de la magnitude, du nombre de séismes ici qu'on regarde et leur magnitude en fonction du temps. Ce qui est frappant, dans ce cas-là, c'est l'intensité de cette crise sismique en termes de séismes de magnitude modérée. Donc, quand on parle de magnitude modérée, ce sont des séismes de magnitude typiquement entre 4 et 5. Donc, ce sont des séismes qui sont bien ressentis par la population, on va dire dans les 30 kilomètres autour du séisme, mais qui en général ne génèrent pas de dégâts sur les bâtiments. On a souvent des dégâts à partir de magnitude 6, 7 et au-delà, bien sûr. Donc, ce qui est remarquable dans le cas de cette crise, c'est la fréquence à laquelle s'enchaînent ces séismes de magnitude modérée entre 4 et 5. Et si on regarde ici, c'est pas représenté sur cette carte, mais par exemple pour cette nuit-là du 6 février, on a eu un enchaînement de séismes de magnitude 4 quasiment tous les quarts d'heure, ce qui est très impressionnant. Il faut savoir que ce type de crise est très rare. Cette fréquence de séisme de magnitude modérée, on la retrouve plutôt à la suite d'un séisme important, hein. On parle à ce moment-là de réplique, donc à la suite d'un séisme typiquement de magnitude 7 ou peut-être 8, qui génère effectivement une quantité importante de séismes de magnitude 5 ou même 6.
Ici, donc, on n'a pas eu hein, de séisme important qui aurait pu être à l'origine de cette crise sismique. Dans les choses aussi à remarquer, c'est que ces séismes se situent à environ 10-15 km de profondeur. Ce sont des séismes qui sont caractéristiques d'une activité tectonique, comme Frédéric l'a mentionné, dans un régime d'extension, donc dans un régime où c'est effectivement des failles normales, hein, comme ça a été très bien montré, des failles normales qui glissent l'une sur l'autre à voilà, environ entre 5 et 15 km de profondeur. La particularité ici de cet essaim sismique est qu'il est en train de migrer, donc depuis plutôt proche du volcan Colombo, ici, plutôt vers le nord-est. Et, et de la même manière, cette vitesse de migration est relativement élevée et assez, encore une fois, surprenante par rapport à ce qui est connu en termes de migration de sismicité. Une évolution relativement rapide, de la sismicité. Alors, dans le passé, en fait, on a peu d'exemples de dessins sismiques aussi intenses euh, qui ne, euh, qui ne suit pas, on va dire, l'occurrence d'un grand séisme. On a un cas en particulier en 2013, un cas qui a été même encore plus important en termes d'intensité, au Kamchatka, sur la faille ici qui plonge en subduction à l'est du Kamchatka. On a retrouvé cet essaim aussi très important, qui, avec des magnitudes encore plus fortes, hein, jusqu'à des magnitudes 6, qui a duré aussi quelques jours dans ce cas-là. Il faut bien comprendre que ces essaims sont très rares et on ne connaît pas leur origine. On n'a pas d'interprétation très claire pour comprendre le mécanisme qui peut générer l'occurrence rapide, comme ça, de magnitude, de séismes de magnitude relativement voilà, modérée à importante. Donc, si on revient sur l'activité sismique de cette faille entre Amorgos et Santorin, effectivement, on peut représenter ici cette carte où tous les points grisés représentent des séismes, principalement des petits séismes entre magnitude 2 et 3, qui, euh, qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc, il ne s'agit pas de la crise actuelle. Et ce qu'on voit dans cette zone, c'est que c'est effectivement une zone sismiquement très active, avec ici une activité qui se situe effectivement au niveau de l'île de Santorin, qui est probablement liée, comme Pierre Briol va le présenter, à l'activité magmatique sur le volcan de Santorin. On a aussi des essaims qui sont moins bien connus, et en particulier cet essaim ici au nord-est de Santorin qui se prolonge et qui est aussi potentiellement lié à l'activité ici du volcan Colombo. Donc une activité en fait qui est très complexe puisqu'elle elle mélange en fait une activité tectonique qui est connue, hein, encore une fois, on parlait de ce régime tectonique d'extension, et en même temps une activité magmatique, volcanique qui est aussi intense. Et donc on a effectivement des mécanismes en jeu qui sont probablement hybrides, complexes entre tectonique et volcanique, migration de fluide en profondeur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun signe clair qui indique que l'activité sismique en cours témoigne d'une activité magmatique ou volcanique. Euh, L'activité volcanique, en particulier quand le magma se rapproche de la surface, hein, qu'il est à seulement quelques kilomètres de profondeur sous la surface, génère des signaux sismiques très particuliers qui sont reconnaissables et qui se distinguent des signaux sismiques, on va dire, tectoniques. Actuellement, on observe euh, uniquement des signaux qu'on pourrait caractériser comme tectoniques et on n'a pas d'indication en particulier d'une migration de cette sismicité vers la surface qui pourrait être le témoin d'une d'une activité effectivement magmatique en cours. Il faut aussi comprendre, pour modérer ce propos, il faut comprendre que donc l'activité qui est ici, elle se produit en mer
Et donc, on a très peu d'observations sismologiques directement à l'aplomb au-dessus de la zone sismique, ce qui n'est pas le cas quand on surveille par exemple un volcan, pour lequel on a des stations sismologiques qui enregistrent les séismes juste au-dessus de la zone d'activité. Donc le problème que ça engendre de ne pas avoir de station directement au-dessus de la zone d'activité, le problème principal, il est qu'on a une mauvaise contrainte sur la profondeur de ces séismes. On sait qu'ils se produisent autour de 10, entre 5 et 15 km de profondeur, mais c'est très vague. Et en particulier, on a une très mauvaise capacité à évaluer si ces séismes remontent vers la surface entre 2 4 km de profondeur. Ce qu'on voit ici sur cette carte, ici, pour discuter de l'activité magmatique volcanique, c'est l'activité sismique à l'aplomb du volcan Colombo. Pour vous montrer que dans cette zone ici du volcan Colombo, hein, Frédéric a déjà présenté, on a une activité sismique qui est soutenue, qui d'une certaine forme peut être similaire en plus faible hein, à la crise sismique qui se produit actuellement. La majorité des séismes se produisent un petit peu comme la crise actuelle, dans une zone autour de 8 km de profondeur où les roches sont très dures. Donc les roches résistent de manière très forte aux pressions qui sont appliquées sur les roches par la présence de fluides magmatiques et aussi par ce régime tectonique. Et donc, cette résistance très forte fait qu'au moment où ça casse, ça produit des séismes importants. Euh, et donc, euh, et donc, on sait que cette zone, cette région, voilà, produit des séismes importants à cette profondeur-là. Il faut aussi comprendre que plus proche de la surface, les séismes générés sont beaucoup plus petits et beaucoup plus difficiles à détecter. Donc, et ça pour plusieurs raisons, du fait que les roches sont plus, on va dire, molles, et en particulier par la présence de réservoirs magmatiques dans cette zone, à quelques kilomètres de profondeur. D'où la difficulté aujourd'hui à suivre une potentielle activité magmatique qui se rapprocherait de la surface du fait, et ça a déjà été observé sur d'autres volcans, du fait de l'absence de sismicité significative les couches, on va dire, dans les premiers kilomètres. D'où encore une fois la nécessité d'avoir des observations sismiques le plus proche possible de la zone d'activité. Et nos collègues grecs sont en train en ce moment d'installer des stations sur la toute petite île d'Anidros ici, qui est juste à l'aplomb de la zone d'activité. Donc d'ici quelques jours, on aura la capacité de surveiller de manière beaucoup plus efficace l'évolution de cette crise sismique et en particulier l'évolution vers la surface s'il y a. Voilà. Ici, sur cette figure, en fait, aussi une interprétation qui a été faite de la sismicité, cette fois sous l'île d'Anidros, qui est exactement la zone pour laquelle se produit actuellement la crise sismique. Donc là, on était légèrement au sud-ouest pour le volcan Colombo de la zone actuelle. Mais là, sur cette figure, ici, on représente vraiment l'interprétation qui est faite de la sismicité donc dans la zone actuelle d'activité. Et ce qui a été observé donc, par une analyse très fine des séismes passés sous cette île Anidros ici, est la présence très claire de fluides volcaniques, magmatiques, qui remontent depuis le manteau, depuis les profondeurs jusqu'à la surface et qui entraînent une perturbation, on va dire, du, du- des signaux sismiques. Donc même si actuellement ces perturbations sur les signaux sismiques ne sont pas très bien vues et elles nécessitent aussi une analyse très fine sur les données sismiques actuelles, on peut imaginer que dans les données sismiques actuelles, il y a malgré tout des signes, des témoins de la présence de fluides. C'est ce qu'on est en train de chercher ici, de regarder avec la détection de signaux sismiques de la crise actuelle. Et effectivement, si on regarde attentivement tous les séismes qui ont lieu en ce moment, et en particulier les plus gros, on a pu trouver des séismes comme celui-ci qui ont des signatures très particulières. Si vous regardez ce séisme en bas à droite, c'est un séisme de la crise qu'on appellerait classique, tectonique, avec, vous voyez ici en particulier son contenu haute fréquence bien marqué.
Et pour ce séisme ici particulier qui s'est produit au début de la crise, on retrouve ce qu'on appelle une composante basse fréquence typique de la présence de fluide sous pression qui apparaît et qui est très forte. Donc une analyse plus fine doit être menée. Une investigation est en cours pour essayer de vérifier si ce signal est effectivement robuste et indique la présence de fluide magmatique dans la zone. Donc, on pourra revenir après les observations donc, présentées par Pierre des mécanismes possibles en jeu. Mais très clairement, le forçage mécanique qui est à l'origine de cette crise est considérable. Il y a très peu d'équivalents dans ce qu'on connaît dans le passé. Et, euh, et l'origine de ce mécanisme voilà, est probablement très important. On évoque souvent deux origines possibles, soit une purement tectonique, qui serait effectivement le forçage par un glissement lent, profond, qui se produirait sur la faille d'Amorgos. Donc quand on parle de glissement lent, c'est comme un séisme, mais très très lent. C'est un séisme qui se produit sur plusieurs jours, et donc qui est en quelque sorte silencieux, mais qui génère dans la zone, qui affecte la faille autour et qui génère des séismes comme celui-ci, comme ceux qu'on observe, de magnitude 4 et 5. Soit c'est une hypothèse, une autre hypothèse, et bien sûr, on en a parlé un petit peu, la migration de fluides volcaniques. Et cette hypothèse, effectivement, permettrait d'expliquer l'évolution assez rapide, la migration assez rapide de la sismicité du sud-ouest vers le nord-est actuel, avec encore une fois des vitesses de propagation qui sont assez rapides. Voilà, je vais arrêter là. Voilà, je prends la suite de la présentation de Florent et de Frédéric en vous apportant des informations apportées par un autre type d'instrument. Il s'agit des instruments de géolocalisation que j'ai appelés GPS, Global Positioning System. On pourrait aussi les appeler GNSS lorsqu'on parle ces mêmes instruments qui utilisent différentes constellations de satellites, y compris la constellation européenne Galileo. Donc, ces appareils déployés de façon permanente sur le terrain permettent de mesurer des déformations du sol de façon très précise, c'est-à-dire on peut détecter pratiquement des changements de 1 à 2 mm. Ici, ce que vous voyez, c'est une carte de l'île de Santorin, également au nord-ouest, la petite île, le fragment qui s'appelle Tiracia, et puis au centre, le fragment qui s'appelle, la petite île qui s'appelle Nea Kameni. Nea Kameni, c'est une île qui s'est formée au XVIIe siècle, au moment où, à l'occasion d'éruptions assez récentes de Santorin. Santorin est un volcan actif. Il a fait des éruptions assez fréquentes au cours des siècles passés. La dernière éruption remonte à 1950, et puis depuis cette époque-là, il n'a pas fait de nouvelles éruptions. Cependant, il a déjà, et en particulier il y a un peu plus de 10 ans, dans les années 2011 et 2012, il a existé à Santorin une crise sismique également accompagnée de déformations du sol très significatives que je vais décrire dans les figures qui suivent. Mais avant d'aller aux figures qui suivent, donc ce qu'on voit sur cette carte, ce sont des petits soleils jaunes qui sont les stations donc GPS qui existaient lors de la crise de 2011-2012. Et je vais montrer les résultats obtenus avec ces stations dans le transparent suivant. Et puis les trois soleils rouges, ce sont les stations qui existent aujourd'hui, seulement trois, alors qu'il y en avait 12 à l'époque. Et, hélas, une grande partie du réseau qui avait été mis en place pour la crise précédente a été démontée. Et donc, on verra tout à l'heure qu'une action qui va se faire maintenant rapidement, c'est de régénérer un réseau permettant de mieux suivre la déformation de ce volcan. Les deux petits volcans qu'on voit au centre de la carte, là,
Celui qui est à gauche, qui est un peu plus grand, correspond à l'emplacement qui a été estimé pour la source de gonflement associée à la crise de 2011-2012. Et puis le plus petit qui est à droite correspond à la source de gonflement estimée, donc à partir de ces données géodésiques, pour la crise actuelle. Donc comme on va le voir, en fait, qu'il s'agisse de la crise de 2011-2012 ou de la crise actuelle, le volcan a gonflé. Et peut-être à l'heure actuelle, continue-t-il d'ailleurs de gonfler. Je présente donc dans le transparent qui suit les enregistrements observés pour la période 2011-2012. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà. Donc, ce qu'on voit sur cette figure, c'est la composante est-ouest du mouvement, donc la composante suivant la longitude, pour les 12 stations qui existaient à l'époque. En 2011-2012, l'échelle verticale est en millimètres, ça va donc, de 0 à 130 mm pour toute l'échelle. J'ai tracé toutes les stations les unes à côté des autres, et donc les stations qui ont le plus grand mouvement à cette époque-là, c'est par exemple cette station-là, Mozy, on voit, elle démarre ici, et ensuite le changement est de à peu près 50 mm, 5 cm. Vous avez d'autres stations, celles qui sont situées donc, de l'autre côté, qui vont, elles, se déplacer en longitude, mais en sens opposé. Le déplacement en longitude et en latitude dépend de l'endroit où on se trouve par rapport au centre de gonflement. Donc, lorsque ça gonfle, eh bien, le point s'éloigne de façon radiale du centre de gonflement. Donc, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que les mouvements enregistrés en 2011-2012 sont de l'ordre de quelques centimètres, mais vous voyez les niveaux de bruit sur les mesures. Lui, il est à l'échelle de 1 à 2 mm. Donc, des déplacements de 5 cm sortent particulièrement bien du bruit. Et on voit donc cette crise de 2011-2012 qui est documentée surtout en deuxième partie de crise. Parce qu'au début de la crise de 2011-2012, on avait là aussi très peu d'instruments. Ils ont été installés en cours de route, et donc on voit la fin de la crise avec ces déplacements. La fin de cette crise, mais également l'ensemble de la crise pour certaines stations, dont en particulier la station, celle-là, Nomi. Par contre, seulement à la fin de la crise, pour une station qu'on va retrouver bientôt, c'est la station qui s'appelle Sant, S-A-N-T, qui est la seule à être commune aux deux crises. Donc à partir de ces données, on peut faire ce qu'on appelle un modèle. On fait l'hypothèse que la Terre est un demi-espace élastique et homogène. On place à un certain endroit dans la Terre une source sphérique de petite dimension, donc, voilà, ponctuelle, qu'on va faire gonfler. On calcule les déplacements théoriques, on les compare aux déplacements observés, et on minimise les écarts de manière à trouver les paramètres de la source qui permettent le meilleur accord. Les paramètres de la source qui permettent le meilleur accord pour la crise de 2011-2012 sont les suivants. Une source à profondeur de 3,7 km. Donc vous vous souvenez, dans la figure de tout à l'heure, c'était le grand volcan, le grand des deux. Une source à 3,7 km de profondeur, avec une augmentation de volume de l'ordre de 13 millions de mètres cubes, 12,6 millions de mètres cubes, sachant que la crise a duré 446 jours. C'est assez précis d'ailleurs, parce que son début et sa fin, dans ce cas-là, ont été assez clairement marqués dans l'histoire. Eh bien, ça donne une vitesse de gonflement de source de 1/4 de mètre cube par seconde. Hein, voilà, 1/4 de mètre cube par seconde. De quoi s'agit-il comme fluide? Dans certains cas de volcanisme, en particulier lorsque les sources sont assez superficielles, parfois on pense qu'il s'agit de fluides hydrothermaux, donc de l'eau, pas nécessairement du magma. Dans le cas particulier de Santorin, là, je dirais pratiquement tous les articles qui ont été publiés pour la crise précédente penchent clairement pour une source magmatique, donc une arrivée de magma qui n'est pas sortie, il n'a pas eu d'éruption, et qui a l'air de s'être cantonné dans un réservoir assez confiné. Donc, il n'est pas forcément sphérique
exactement comme je l'ai dit, comme le font on le met dans les modèles, mais disons quelque chose d'assez confiné. Nous allons voir que pour la crise actuelle, les choses sont un peu différentes. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on voit sur cette figure, c'est l'évolution des trois coordonnées de la station centre, celle qui est commune aux deux crises, entre 2011 et 2025. Et maintenant, le dernier point, le plus à droite, correspond à la coordonnée d'avant-hier. Donc, on voit une période, on voit la fin de la crise précédente, dont j'ai parlé. On voit une période très stable, quoique la composante du milieu, sa composante nord, a un petit changement vers 2020, mais pour lequel on n'a pas vraiment aujourd'hui d'interprétation. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est de façon récente un changement des trois coordonnées. La coordonnée en bas est, donc le point s'éloigne vers l'est. Il s'est éloigné vers l'est de 5 cm depuis le mois de septembre dernier. On va le voir mieux dans le transparent d'après. Alors, je vais passer au transparent d'après. Voilà. Ça, c'est, j'ai zoomé cette fois-ci centre sur seulement une année. On voit à nouveau en bas la composante est qui s'éloigne vers l'est de 5 cm. Et en fait, ceci depuis le mois de septembre 2024. Du point de vue de la déformation du sol, la crise actuelle ne commence pas le 27 janvier, comme on peut le dire de la grande crise sismique que nous vivons actuellement, mais commence le 24 septembre. Le 24 septembre, avec l'apparition d'une crise sismique plus modeste, qui concernait l'intérieur de la caldeira de Santorin, mais suffisamment significative pour que les collègues grecs aillent renforcer leur réseau sismologique dans la région pendant tout l'automne 2024. La composante verticale, celle qui est tout en haut, elle, vous voyez qu'elle monte aussi. Elle progresse d'environ un peu plus de 3 cm. Vers le haut, la station monte. Donc, elle s'éloigne vers l'est, elle monte. Et puis la composante nord, elle, c'est un peu plus complexe son signal. Au début, jusque vers le 10 janvier, il y a un mouvement assez régulier, disons qui est comparable en aspect aux autres mouvements, si ce n'est son amplitude. Par contre, à partir du 10 janvier, vous voyez un certain nombre de sauts qui se produisent. D'abord ici, la composante qui augmentait redescend d'un coup. Ensuite, elle remonte. Et puis là, on est le 24 janvier. Et là, d'un seul coup, la composante nord se met à progresser très vite vers le nord. Donc ça, c'est une différence par rapport à la crise précédente. On a une évolution de la déformation qui est plus complexe, plus bavarde que la déformation de la crise précédente. On voit aussi, tout en haut, qu'il semblerait peut-être que le mouvement vertical se soit stabilisé depuis le début janvier à peu près. Donc, on dirait que le gonflement au niveau de la source, donc qui, suivant les mêmes modèles que j'ai montrés pour 2011-2012, le calcul de cette source donne un emplacement, comme vous avez vu tout à l'heure, légèrement à l'est de l'emplacement de la crise de 2011-2012. On a l'impression que depuis quelques semaines, le mouvement vertical a cessé. En revanche, le mouvement vers l'est continue et le mouvement vers le nord, et donc avec ces fluctuations que nous, à l'heure actuelle, nous avons du mal à interpréter. Une autre station est située plus au sud, sur Santorin, une autre station géodésique. Elle aussi gonfle depuis l'été dernier. Elle aussi se déplace vers l'est depuis l'été dernier. Par contre, son mouvement vers nord-sud est vers le sud, mais ça, c'est lié à sa localisation plus au sud sur l'île. Donc, cette station-là voit la source en direction de son nord-ouest. Donc, c'est normal qu'elle se déplace vers le sud au moment du gonflement. Vous voyez que dans la période entre le 10 et
et le 24 janvier à peu près, il y a une accélération du mouvement vers le sud. Et puis, soudain, le 24 janvier, pas le 27 janvier, le jour du début de la crise forte sismique, mais 3 jours avant, le 24, vous voyez que le mouvement vers le nord, eh bien, sur cette composante nord, change du tout au tout. Et voilà notre station qui très rapidement se déplace à nouveau vers le nord et continue de le faire jusqu'à hier. Si je résume dans ce transparent ce que je viens de dire auparavant, donc nous avons une crise qui, du point de vue des déformations du sol, démarre en septembre, ce qui coïncide avec l'apparition d'une crise sismique dans la caldeira. Nous avons ensuite un gonflement qui se produit de façon régulière jusqu'au 10 janvier. Et puis depuis le 10 janvier, eh bien, nous avons l'apparition d'une phénoménologie plus complexe, arrêt du mouvement vertical à la station de Sante, mais continuation du déplacement vers l'est, des inversions de mouvement dans la direction nord-sud des deux stations Sante et 048A, et en particulier c'est ce mouvement abrupt observé à partir du 24 janvier. Et donc le 27 janvier, début de la crise sismique actuelle, dont il a été question dans les présentations précédentes de Florent et Frédéric. Alors, j'ai fait un calcul des paramètres de la nouvelle source. Donc, une nouvelle fois, on n'a pas la preuve que du magma est impliqué, mais disons, on croit fortement à cette hypothèse. Et donc, cette fois-ci, c'est seulement 108 jours qui se sont écoulés entre le 24 septembre et le 10 janvier. Et la modélisation de la source, donc seulement 2 stations, donc c'est quand même moins que 12 stations auparavant, donc c'est moins précis. On trouve une source quelque part entre 4 et 5 km de profondeur, un peu à l'est donc de celle précédente, avec donc un volume qu'on calcule à 5 millions de mètres cubes pour les 108 jours, ce qui signifie une vitesse de gonflement 2 fois plus grande que la vitesse de la crise précédente, mais un volume qui reste plus petit parce que la crise jusqu'à présent a duré moins. 5 millions de mètres cubes, c'est assez petit pour un volcan, mais c'est pas si petit que ça, hein. Ça correspond quand même à 5 mètres de lave sur 1 km², si ça devait sortir. Vous vous rappelez que dans le précédent exposé, Florent a montré une figure de la structure supposée du volcan Colombo, et vous avez vu qu'il a situé entre 4 et 8 km de profondeur cette zone qu'il a dite plus rigide, plus résistante. Et vous voyez que, au fond, les sources que nous trouvons à partir de la modélisation des données géodésiques sont à des profondeurs assez compatibles avec ce qu'a montré Florent. Et donc, et par ailleurs, Florent a indiqué l'existence de migrations de sismicité dans d'autres cas. Dans le cas de volcans, il existe aussi assez souvent des migrations de sismicité qui se produisent lorsque des fissures, mais des fissures remplies de magma, on appelle ça des dikes, s'injectent depuis le réservoir vers la périphérie du volcan. Ces injections de dikes, c'est quelque chose de très fréquemment observé, par exemple au Piton de la Fournaise, à La Réunion, mais également à l'Etna et dans de nombreux volcans très bien documentés. Ce sont des phénomènes assez ordinaires sur les volcans, et donc on ne peut pas exclure l'hypothèse d'une injection de dikes, également à Santorin à l'heure actuelle, dans la direction du volcan Colombo, ou légèrement au sud du volcan Colombo, à une profondeur donc, qui correspond à cette profondeur de zone plus solide dont a parlé Florent. Mais donc c'est une possibilité, mais nos données actuelles sont quand même encore insuffisantes, à la fois les données de déformation, les données sismologiques, notamment en raison des incertitudes sur la connaissance de la profondeur de la sismicité, ne nous permettent pas d'être totalement affirmatifs, mais c'est évidemment une piste, une hypothèse que nous envisageons très sérieusement, et donc ça suppose d'une part déployer des instruments supplémentaires qui nous permettront de mieux essayer d'élucider cette situation et voir si c'est possible qu'il y ait effectivement une migration de magma vers l'est, à l'extérieur de la caldeira de Santorin.
Et donc là, j'ai résumé quelques questions. Donc, que se passe-t-il depuis le 10 janvier, hein, du point de vue de la déformation du sol, puisqu'on a cette déformation qui est un peu plus complexe. Ça, il faut réfléchir à comment on peut l'interpréter, comment on peut la modéliser. Donc là, il y a un travail à faire qui n'a pas démarré vraiment. Pour l'instant, on s'en est tenu aux observations de base et à essayer d'être sûr de nos observations. Et puis à évaluer ce premier ordre de variation de volume dans le réservoir. À quoi sont dus les changements de régime de déformation observés les 17 et 24 janvier? Et donc, où faut-il placer des stations complémentaires pour capturer les déformations actuelles à venir? Là aussi, comme pour la sismologie, peut-être même pire, on a le handicap de l'eau. Il est difficile d'aller placer, surtout en urgence, des instruments géodésiques au fond de la mer. Et donc, eh bien, c'est à terre qu'il faut déployer des instruments. Et donc, il va y avoir dans les prochains jours des additions d'instruments à Santorin, ainsi qu'à l'est, en particulier sur la petite île d'Anidros. Et donc, comment ça va-t-il se faire? Ça se fera avant tout par les équipes grecques. À l'heure actuelle, nos collègues grecs ne nous ont pas véritablement sollicités pour aller renforcer leur dispositif sur le terrain. Ils ont un nombre d'instruments significatif pour démarrer, mais peut-être quand même auront-ils besoin d'instruments supplémentaires. Ils ont également, ils sont assez nombreux, donc ils n'ont pas fait appel à nous physiquement, mais ils font appel à nous intellectuellement, d'ores et déjà, pour la réflexion sur les données, pour les modélisations. Et il se pourrait toutefois que les équipes françaises soient euh, sollicitées dans le cadre des collaborations très, très solides qui existent avec les scientifiques grecs pour aller envoyer des instruments supplémentaires, que ce soit des instruments géodésiques ou sismologiques, dans les prochaines semaines, à déployer aussi bien à terre qu'en mer, éventuellement, si certains instruments pouvaient être déployés en mer. Cette réaction de la communauté scientifique française auprès des collègues grecs maintenant, et puis dans les prochaines semaines, elle est facilitée par 40 ans de collaboration scientifique avec la Grèce sur les séismes, si je fais démarrer les choses au séisme de Kalamata de 1986, mais également par de grands projets européens qui ont existé et qui existent et qui existeront en Grèce. Donc ces projets-là ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une crise, mais dans un cadre plus long. Et je vais donner la parole à Frédéric pour qu'elle puisse nous parler d'un de ces projets qui est en cours. Merci Pierre. Alors, je vais arrêter le parole. Je peux repartager juste la dernière slide. Donc en effet, comme le disait Pierre, hein, actuellement on est en contact avec les chercheurs grecs pour voir comment on peut les aider, soit sur le terrain, soit au laboratoire pour leur regarder les données, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de tout faire pour les soutenir. Et en effet, ce soutien, il est possible parce qu'il y a différents projets, comme le disait Pierre, qui remontent à plusieurs années. Et dans la zone spécifiquement, depuis quelques années, nous menons des recherches. Je vous ai présenté déjà une partie. Et ces recherches, elles vont continuer, notamment grâce à un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, donc par l'ANR, projet qui s'appelle Amorgos et que je pilote. Ici, vous voyez en bas donc ça c'est l'île d'Amorgos, et vous voyez en bas tous les logos de tous les instituts, laboratoires français et grecs qui sont impliqués. Et ce projet, il vise à mieux comprendre l'aléa sismique et tsunami dans la zone. Et au vu de la crise actuelle, bien entendu, on se penchera sur ce qui se passe actuellement et sur le lien entre failles et volcans. Mais il y a tout un consortium européen aussi qui est en train de discuter, hein. Donc il y a de nombreuses campagnes en mer qui auront lieu en 2025 qui étaient prévues. J'en ai une en avril, les Allemands en ont une en mars, les Anglais également. Donc voilà, la zone, elle était déjà bien étudiée. Et là, c'est sûr que dans les prochains mois,
redoubler d'efforts grâce aux campagnes qui sont prévues et on va essayer également de dédier des campagnes en mer spécifiquement à cette crise pour essayer de voir si on peut identifier quoi que ce soit au fond de la mer, par la bathymétrie par exemple, mais également instrumenter la zone pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement et voir comment cette crise va évoluer dans le futur. Voilà. Voilà. Je crois qu'on en a terminé. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet enregistrement et je vous dis peut-être à bientôt pour la suite de l'analyse de la situation. Au revoir. Merci. Au revoir.